Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le jeudi 15 mars 2018. Aujourd'hui, le titre, le marché inquiet du protectionnisme. Protectionnisme qui vient en partie, hein, en grande partie et même exclusivement outre-Atlantique aux États-Unis. Alors on va voir tout ça plus en détail. Ce marché qui est inquiet, qui donc se couvre sur le yen. On peut voir que le yen rebondit ce matin, donc les paires en yen sont plutôt baissières. Et voilà, je pense que c'est ce qu'il faut retenir, les marchés actions qui clôturent en baisse, bref, de l'aversion pour le risque. Alors avant de commencer ce webinaire, je vous invite à prendre connaissance de cet avertissement légal sur risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors bien le bonjour à vous Phil, Olive, que c'est également Loïc, Benjamin, Olive, pardon, mais pourriez-vous expressément commencer par un mot sur le DAX et Dow Jones 30 intraday? Mais écoutez, on va commencer par les indices aujourd'hui. Voilà, pour changer un petit peu. Raymond, bonjour. Catherine, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, bonjour à vous Catherine. J'espère que vous allez très bien aussi. Contente de vous entendre. Mais écoutez, merci Catherine. Je suis content de vous retrouver chaque matin. Bonjour à vous tous, bonjour à tous les auditeurs. Alors, on commence tout de suite par un petit briefing d'actualité. Alors, voilà, j'ai regroupé les informations de la veille. Donald Trump qui menace désormais de taxer des produits chinois et je vous rappelle a bloqué la semaine dernière le rachat de lundi pardon le rachat de Qualcomm par la société singapourienne Broadcom. Donc donc voilà, ça montre bien le protectionnisme. On va plus en détail. Les investisseurs donc sont préoccupés aussi d'une potentielle guerre commerciale suite au départ pardon de Carrie Cohn et Rex Tillerson, donc respectivement Carrie Cohn qui était l'ancien enfin qui était à la tête précédemment du Conseil économique de la Maison Blanche et Rex Tillerson qui était le secrétaire d'État. Et donc le départ de ces deux têtes, donc Carrie Cohn qui était l'ancien banquier, Rex Tillerson qui était l'ancien patron de ExxonMobil, eh bien préoccupe le marché étant donné que il faisait un petit peu barrage aux mesures protectionnisme de Donald Trump. Voilà. Donc la Maison Blanche a également affirmé hier que le gouvernement cherche à inciter la Chine à réduire de 100 milliards de dollars son excédent commercial avec les États-Unis. Larry Kudlow, économiste et contributeur à CNBC, remplacera Carrie Cohn à la tête du Conseil économique de la Maison Blanche. Et enfin, les cryptos qui sont en baisse de 10% suite, comme on l'a dit hier, au plan de Google de bannir les publicités sur les cryptos et ICO à partir de juin. Voilà un petit peu l'actualité des marchés ce matin, ce qui compte globalement sur les marchés. Au niveau du résumé de la séance américaine et asiatique, on peut voir qu'on a une nouvelle journée de baisse sur les marchés actions. Dow Jones, S&P, Nasdaq en baisse. On peut voir que la baisse est moins prononcée sur les valeurs techno. Voilà, moins 0,19 contre Dow Jones 1%. DXY en légère hausse, on peut plutôt compter cela comme une stabilisation. Hein, si on va regarder le cours, mais c'est plutôt une stabilisation du dollar. Le rendement du 10 qui continue à se détendre. Alors pourquoi il baisse ce rendement? Tout simplement parce qu'on a des statistiques macroéconomiques qui, depuis quelques semaines, sont plutôt, je ne dirais pas décevantes, mais en tout cas, oui, déçoivent le consensus. Voilà, c'est pas catastrophique, mais ça déçoit le consensus. Comme par exemple les ventes au détail qui ont été publiées hier, qui sont en baisse pour le troisième mois consécutif. Voilà, donc c'est pas une bonne chose. Le yen qui progresse ce matin, plus 0,17%. Le gold à l'équilibre, le Nikkei et le Hang Seng, pareil, en repli comme à Wall Street. Au niveau du calendrier économique, donc dans une petite demi-heure, maintenant un petit peu moins, 25 minutes, voilà, nous aurons la BNS avec un statu quo qui est attendu, bien évidemment. Cet après-midi, l'indice des prix à l'exportation, à l'importation, les nouvelles inscriptions au chômage, bref, on aura des chiffres sur le commerce et sur le chômage aux États-Unis avec les ventes de logements canadiennes. Ventes de logements au Canada qui sont très importantes. Voilà donc pour cette partie un petit peu macroéconomique. On passe tout de suite donc à la plateforme avec, comme prévu, un départ sur les indices. Donc on va commencer par la séance asiatique. Nikkei, vous voyez, qui pardon, donc est en légère baisse. Là, il est en hausse. Pourquoi? Parce qu'on avait le futur d'hier. Nous avions le futur qui est implémenté. Donc par rapport au futur, il est en hausse.
L'Eurostoxx 50 qui progresse, qui est à équilibre. Voilà. Hier, on a une journée positive. C'est normal, c'était une journée de retracement de la journée précédente. Donc voilà, c'était tout à fait normal, tout comme le CAC et le DAX, vous voyez. Donc CAC, encore une fois, l'objectif à court terme, c'est la moyenne mobile à 20 jours, puis les 5300. Pour le DAX, résistance à court terme, la moyenne mobile à 20 jours, puis les 12400. À noter que le DAX ou encore le CAC reste en dessous de ces sommets du mois de février. Vous voyez que on a ce pivot là, enfin cette résistance qui est la première majeure avant les avant les sommets historiques, tout simplement. Et le CAC c'est pareil, 5375, c'est la résistance majeure après 5003, mais qui se situe juste avant les récents sommets aux alentours des 5550. Voilà, donc le DAX, écoutez, plutôt un sentiment haussier ce matin. Pourquoi être haussier alors que les indices asiatiques et Wall Street ont clôturé dans le rouge? Déjà parce que nous avons l'euro qui est à plat. Vous voyez, l'euro il est flat, moins 0,07%. Le brut, pétrole, vous voyez qu'il est en légère hausse. Le Brent il est à équilibre, mais le brut il est en hausse. L'or, finalement, vous voyez qu'il est à équilibre. Et le yen index, bon certes il progresse, mais vous voyez que par rapport au début de la séance asiatique, il est en recul. Enfin, par rapport à ses plus hauts, marqués pendant la séance asiatique, il est en recul. Donc voilà, je préfère, mon biais il penche plutôt à la hausse pour les indices européens. Bon certes, il n'y aura pas un momentum très important étant donné qu'on est quand même dans Wall Street à côté dans le rouge, les indices asiatiques sont dans le rouge, donc voilà, on aura plutôt on sort peut-être de la version pour risque, ou du moins on y est encore, mais on a plutôt l'appétit pour risque qui se dessine. Donc voilà, il n'y aura pas un momentum très important sur le DAX. Donc voilà, disons qu'une trentaine, cinquantaine de points me semble assez bien, me semble raisonnable pour de l'intraday. Alors, Thierry qui me dit bonjour, j'ai une info différente pour Nikkei. Tokyo finit en hausse de 0,12%. Alors, laissez-moi vérifier ça. Moi, c'est les données de Bloomberg. Hein. Donc, alors, je regarde. Peut-être que j'ai mal écrit. Hein. Il se peut que j'ai mal recopié. Alors, excusez-moi, c'est exact. C'est exact. C'est donc bien 0,12% que Nikkei est en hausse. Voilà. Autant pour moi. J'ai du mal copier. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai du mal copier cette information. Voilà. Merci François en tout cas enfin Thierry et François pour ces confirmations. Donc voilà, c'est bien Tokyo finit en hausse de 0,12% ce matin. Voilà. Quel seuil invaliderait votre sentiment haussier sur le DAX? Alors le seuil qui invaliderait, c'est tout simplement déjà si on passe dans le territoire négatif par rapport au prix d'ouverture. Donc si on commence à avoir une bougie journalière rouge ou noire hein, sur mon graphique, dans ce cas-là, on aura plutôt un biais négatif jusqu'à le support qui est le prix de clôture, vous voyez, du mardi, donc à 12 150 précisément. Voilà, tant que le cours se situe au-dessus de son prix d'ouverture, c'est très important. Eh bien, l'objectif, il est aussi jusqu'à la moyenne mobile à 20 jours, voire même, vous voyez, le précédent plus haut de la veille, qui était à 12 324 points. Voilà, donc 12 324 points, c'est la résistance intraday. Je passe sur Wall Street. Voilà, Wall Street, donc c'est pareil, hein, on a des sommets du lundi 26 février, qui était également le sommet sur le CAC, vous voyez, lundi 26 février. Donc le S&P il a comblé sa baisse depuis sa baisse qui a suivi son pivot, vous voyez, ça a été totalement retracé à l'image, enfin à l'inverse pardon du CAC ou même du DAX,
voyez, qui n'ont pas retracé l'intégralité de leur baisse, qui ont suivi, cette résistance. Par contre, vous voyez que le cours a du mal à le dépasser depuis le limogeage concrètement de Rex Tillerson qui a eu lieu mardi, je vous le rappelle. Et c'est ça qui avait provoqué la baisse sur le marché action. C'est depuis ce moment-là, concrètement, qu'on a clairement de la version, un retour de la version pour risque. Donc pour le moment, on n'a pas réellement des sommets de plus en plus hauts, à part si on peut compter, vous voyez, dimanche, même pas en fait. Finalement, on a eu un gap haussier le lundi. Vous voyez, on a eu un gap haussier, mais on n'a pas eu de prix de clôture au-dessus du sommet. Donc on n'a pas des sommets de plus en plus hauts. Donc on n'a pas de tendance haussière pour le moment sur la S&P. C'est un range. C'est un range. On peut s'attendre entre 2780 et ce support aux alentours des 2700 à peu près. Voilà, 2680, 2700. Le Nasdaq, bon, il a dépassé puisque c'est les valeurs techno, donc il a dépassé, vous voyez, il a marqué des nouveaux records, mais on a le pullback. Nous avons le pullback depuis avant-hier, depuis le limogeage de Rex Tillerson. Donc voilà, les marchés actions ont du mal. Wall Street, vous voyez que le Dow Jones, c'est comme le CAC un petit peu, il n'a pas dépassé et il n'a pas comblé cette baisse. Donc là, le support pour le Dow Jones, il se situe voilà, à ces horizons-là. Donc c'est aux alentours des 25 000. Voilà. 24 000, pardon. 24 500. 24 500, c'est le support sur le Dow Jones. Si le Dow Jones casse ce niveau-là, dans ce cas, c'est baissier jusqu'à 24 000. Voilà donc pour les marchés actions, plutôt un sentiment haussier. Surtout que voilà, maintenant avec les informations de François et Thierry, le Nikkei a clôturé dans le vert. Donc voilà, plutôt un sentiment haussier finalement sur les marchés actions européens ce matin. On continue sur le Forex. Forex qui était le DXY qui est à équilibre, comme vous pouvez le constater. Consolidation avant mercredi prochain. Mercredi prochain c'est la décision des taux de la Fed qui devrait aboutir à une hausse de 25 points de base une nouvelle fois. Ce sera également la première hausse des taux de Jérôme Powell. Donc voilà, son discours sera particulièrement attendu et particulièrement nouveau comparé à ceux de Janet Yellen. Et donc ça sera un catalyseur de taille qui pourrait soit menacer, comme ce fut le cas les 5 dernières hausses des taux, bien le DXY, ou alors on aura un discours particulièrement optimiste et hawkish de la part de Jérôme Powell qui n'était pas attendu par le marché, et dans ce cas-là, on aura probablement un rebond du DXY. Est-ce qu'on aura une nouvelle tendance haussière? Est-ce qu'on va dépasser la moyenne mobile à 20 jours grâce à un discours de Jérôme Powell? Honnêtement, j'en doute. Donc voilà, si on a un rebond mercredi prochain, ça sera de 1 ou 2 points sur DXY, je pense. Plus, ça m'étonnerait. Donc voilà, en attendant, DXY, encore une fois, consolidation entre 89 et 90 points. Donc 89, donc ça se paye, et ça se vend à 90. Excusez-moi. Au niveau de nos indices, on regarde donc le yen qui est en hausse de 0,19%, la livre en hausse de 0,17%, et ensuite donc l'euro-dollar, vous voyez à l'équilibre, le dollar US à l'équilibre, le NZD en baisse, le franc suisse en baisse. Alors franc suisse, personnellement, je préfère pas le trader aujourd'hui étant donné qu'il y a la BNS, sinon ça aurait été une excellente paire. GBP CHF à l'achat, pardon, voilà, ça aurait été excellent. L'AUD qui enregistre une baisse également, qui enregistre une baisse ce matin. GBP AUD me semble être la meilleure paire. Regardons quand même le GBP CHF si on a quelque chose. Ouais, GBP CHF c'est haussier, hein. On a un joli canal. Donc là, on peut considérer que le GBP CHF va être haussier jusqu'à qu'il rejoigne cette oblique haussière qui vient chercher presque les plus hauts, enfin en tout cas qui est la parallèle des plus bas depuis l'élection de Donald Trump, tout simplement. Vous voyez, c'est le plus bas donc le 2 novembre.
et le 28 août dernier. Et en reportant, un canal, ça ne peut que être deux droites parallèles, hein. Je le répète, ça ne peut pas être des droites asymétriques. Donc voilà, le GBP-CHF, c'est haussier. C'est haussier, je pense qu'il ira chercher un 35. Bien que le franc suisse, vous voyez, le franc suisse soit sur un niveau de support et qu'il soit en baisse ce matin, voilà, c'est possible que c'est fortement, enfin, c'est possible qu'on aille chercher les 1,35. Bien, même si le GBP reste, même si le franc suisse reste à plat, le GBP peut progresser. Si on regarde notre GBP index, avec le GBP index, il est en hausse depuis le début de la semaine concrètement, et sa résistance, elle est à 1,56. Donc son échelle, l'échelle n'a pas vraiment de valeur étant donné que c'est un index qui regroupe plusieurs, toutes les autres devises majeures. Mais donc c'est haussier. Et si on regarde le pound index, alors le pound index lui il est baissier. Vous voyez, ah non, c'est peut-être ça parce que c'est une action. Donc PXY, voilà. Donc pound index il est baissier ce matin. Pourtant le GBP, vous voyez l'euro GBP est baissier, le GBP USD est haussier. Donc c'est pour ça que le GBP, enfin avec en réfléchissant bien, ces index, pound index, enfin BXY, AXY, à part le DXY, tous les autres index sont globalement, enfin, je trouve qu'ils n'ont pas réellement de signification par rapport aux devises, alors que ces indices qui sont transparents, concrètement, on connaît leur composition, eh bien on donne une indication, je trouve beaucoup plus précise et beaucoup plus réelle. Voilà. Donc le pound est haussier, on est loin d'une résistance, c'est ça qu'il faut, enfin on est loin. Nous sommes pas proches en tout cas d'une résistance, c'est ça dont il faut retenir, et donc le pound a une perspective haussière. Et donc face au franc suisse, face au yen, bien que le yen progresse ce matin, à moyen terme, vous voyez que on a une configuration technique très intéressante sur le pound yen pour viser 150 à court terme, puis 152. Voilà, maintenant, il faut bien comprendre que le pound, le yen va s'apprécier tant que les inquiétudes du marché sur la guerre commerciale vont perdurer ou même vont s'accentuer. Donc, tant que la guerre commerciale reste au premier plan des investisseurs, nous aurons un yen qui restera assez fort quand même. Voilà, donc le pound CHF, ça peut être le trade du jour. On a également l'AUD qui est baissier ce matin, donc en journalier, ouais, c'est pareil, le pound AUD, on a une oblique, on a une belle oblique haussière. On a une résistance à moyen terme à 1,8. Vous voyez, c'est cette résistance du vendredi 8 décembre et du jeudi 8 février. Donc il sera peut-être atteint le 8 avril, hein, qui sait. Et donc voilà, le pound AUD, c'est bullish en intraday. Je pense qu'il peut rejoindre 1,78 à court terme. Je dis bien à court terme parce que l'AUD ça reste quand même une devise qui a un potentiel haussier sur du court terme. Regardez l'AUD index. Avec l'AUD index, si on enlève ces retracements de Fibonacci, globalement, ça donne plutôt une orientation haussière. J'ai l'impression que en ce moment, nous faisons la même chose que à la mi-décembre. Regardez, on a à peu près la même configuration. On avait des beaux chandeliers haussiers. Ensuite, dès la consolidation, des nouvelles euh, impulsions haussières. Donc c'était voilà, ce sont les tendances sur les index, c'est globalement comme cela, c'est peu d'impulsions et mais par contre pas mal de chandeliers avec des petits corps qui progressent à la hausse ou à la baisse, mais globalement qui ont une orientation de fond à la hausse quand c'est une tendance haussière ou à la baisse quand c'est une tendance baissière.
Donc voilà pour ce qui est du pound. On continue sur le GBP USD rapidement. Le GBP USD qui plafonne sous les 1,40. Je pense que c'est la résistance hein, qu'il faut surveiller avant la Fed. Donc voilà, 1,40. Je pense que ça peut être un prix qui se short en intraday, je dis bien. En intraday, vous voyez pour aller une cinquantaine de pips, ça peut se faire. Ça peut très bien se faire. L'AUD USD qui est en baisse face au dollar, enfin le dollar australien pardon qui est en baisse face au dollar ce matin, le RSI qui va revenir sur 50, qui pourrait provoquer un rebond du dollar australien. D'un point de vue prix, l'AUD pourrait revenir sur cette moyenne mobile à 200 jours pardon en noir avant de rebondir. Le NZD à l'équilibre face au dollar, l'USD CHF c'est pareil, vraiment pas grand chose hein, à raconter sur franc suisse ce matin à part la BNS. L'USD CAD Doji hier, donc indécision. Voilà, rien d'autre à rajouter. Concrètement sur les paires en dollars, sur les paires majeures, ça risque d'être, il y a de fortes chances plutôt que ce soit très peu volatile d'ici mercredi prochain. Donc les paires majeures devraient être une bonne alternative. Les paires croisées pardon devraient être une bonne alternative aux paires majeures d'ici mercredi prochain. Donc tout ce qui est GBP CHF, AUD CHF, AUD Yen, ça c'est des devises qui m'intéressent sur du swing trading moyen terme. Voilà, donc on regarde nos index. Donc GBP, Yen, les deux devises les plus haussières. Vous voyez que même là, on vient de voir que le pound finalement dépasse le yen. Donc le pound, c'est la devise la plus forte en intraday, c'est la devise à payer. La devise la plus faible, c'est le franc suisse et l'AUD. Voilà, le franc suisse et l'AUD. Donc si on combine ces données, GBP-AUD ou GBP-CHF sont des paires à acheter en intraday. À moyen terme, honnêtement, je préfère acheter le GBP franc suisse que le GBP AUD, étant donné que le franc suisse, si on regarde, il a une orientation plutôt baissière. Vous voyez que là, on est clairement dans un canal ascendant qui est très propre. La résistance, vous voyez, à 1,35. D'un point de vue retracement de Fibo, si on utilise cela, vous voyez qu'on a bientôt retracé 61%. Donc en intraday, la résistance est 1,3521. 1,3521 résistance intraday sur le pound franc suisse. Sur le pound AUD, vous voyez que la tendance elle est un petit peu plus elle est haussière, mais depuis moins longtemps, depuis septembre 2017. Alors que pour le pound franc suisse, la tendance a été confirmée, vous voyez, depuis octobre 2016, donc depuis un an en plus. Voilà, donc pound AUD c'est haussier, mais à plus court terme, je dirais. Et la résistance, donc, elle est à 1,1788. 1,1788, forte zone de résistance, puis 1,80. On passe aux matières premières avec l'or. L'or qui perd un petit peu de terrain ce matin. On était à moins 0,05 au début du webinaire. Il est à moins 0,14. Donc voilà, on a une baisse de l'or. Vous voyez que c'est des doji. À l'image du DXY, honnêtement, l'or, en intraday, c'est excellent. En intraday, c'est excellent. Vous voyez qu'on a un support. C'est facilement tradable en intraday. Enfin, facilement. J'ai pas envie de non plus de rendre les choses trop simples, mais vous voyez qu'on a deux bornes qui sont souvent testées, qui sont entre 1317 et 1328. 1317, 1328, c'est des bornes swing trading et en intraday. Vous voyez que c'est des doji. On a même les mèches qui sont assez grandes, hein. Ce qui montre finalement qu'il y a de la décision. Il y a une partie de la journée où c'est haussier, une autre journée où ça retrace et vice versa. Et finalement, le prix de clôture est pas si loin du prix d'ouverture. Donc c'est réellement une indécision du marché. Et en 5 minutes, si on regarde, vous voyez en 5 minutes, on a d'autres supports. On va tracer en bleu clair. Vous voyez, on a cette borne là. Vous voyez, on a 3 bornes qu'on peut tracer. Donc en haut, ça se short à 1328. Prise des bénéfices à 1321. Ce niveau de prix peut s'acheter à condition bien évidemment qu'on a des signaux et pas acheter
pas acheter simplement parce que c'est un support, mais à condition qu'on ait des signaux techniques, ou alors un retour à 1317 serait intéressant également pour passer à l'achat. En attendant, bien évidemment, la Fed. Voilà, faut attendre, ça c'est, ce scénario-là est valide jusqu'à la Fed. Le gaz qui commence légèrement à consolider. Voilà, on a eu une belle journée de baisse hier. Néanmoins, on reste au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, donc pas d'inquiétude. Pour ceux qui sont rentrés sur le gaz depuis maintenant à peu près un mois, je pense, eh bien, faut protéger la position. C'est-à-dire que normalement, vous devriez être capable de mettre votre stop à votre point d'entrée. En tout cas, si vous avez suivi pardon, le timing qui avait été annoncé, donc c'était il y a un mois à peu près. Hein, donc normalement, tout le monde doit être en bénéfice sur cette opportunité, sur sa stratégie. Voilà, le stop, je pense, doit être mis au prix d'entrée pour secourir de toute potentielle perte qui pourrait être provoquée par un repli du gaz. Voilà. Et pourquoi pas prendre déjà une partie des bénéfices, c'est possible. Bon, moi, j'ai toujours ma condition haussière jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours, mais voilà, c'est possible de prendre une partie des bénéfices, mais le minimum, c'est réellement de remonter le stop. Brut et Brent qui consolide, vous voyez, les 60 dollars, encore une fois, ça se paye sur le pétrole brut. Tant qu'il n'est pas dépassé, ça se paye. C'est un fort niveau de support, ces 60 dollars. C'est un seuil psychologique, c'est le prix de clôture 2017. Et vous voyez que le cours a rebondi plusieurs fois dessus, donc j'ai envie de dire qu'il est assez confirmé. Donc tant qu'il tient ces 60 dollars, ça se paye à court terme pour viser, vous voyez, 61,30, à peu près 61,50. En swing, viser les 64. Maintenant, si demain on a une clôture journalière en dessous des 60 dollars, ce sera un signal baissier en direction des 58. L'argent, tout comme l'or, consolide. Si on a un retour à 16,20, ça serait une opportunité d'achat. Ou même si on a un retour à cette oblique haussière, qui est confirmée, étant donné qu'on a ce troisième rebond. Même s'il manque un petit peu de dynamisme, je vous l'accorde. Et pour le Bitcoin, alors Bitcoin, vous voyez, en belle baisse, hein, on a des sommets et des creux de plus en plus bas. Finalement, vous voyez ici, on n'a pas réellement, alors oui, à quelques dollars près. Maintenant, est-ce qu'on peut compter que c'est un nouveau sommet? Je ne pense pas. Donc voilà, on a toujours des sommets, des creux de plus en plus bas. Le cours dépasse sa moyenne mobile à 200 jours. Prochain niveau de support, 6840, puis 6000. Donc là, le Bitcoin, il se short. Hein. Il peut se shorter direction le bas du range à 7000 à peu près. 6140, 7000. Et en fait, c'est baissier tant que le RSI n'a pas atteint sa zone de survente. Regardez, lorsqu'il atteint sa zone de survente, généralement, on a un rebond. On va se mettre en graphique logarithmique pour y voir un peu plus clair. Regardez. À l'horizon, si on doit tracer une droite verticale, chaque fois qu'il fait qui s'approche, enfin qui est très proche ou dans sa zone de survente, on a le rebond. Vous voyez. Donc voilà, là on n'était pas du tout à la zone de rebond, mais on peut voir qu'on a quand on a un pic, et bien c'est le signal d'achat tout simplement. En tout cas, quand il revient à sa zone de survente, comme c'était le cas en juillet 2017, comme ce fut le cas en août 2016, eh bien on a eu par la suite une hausse du Bitcoin. Donc voilà, le Bitcoin est, on va dire, baissier tant qu'il se situe au-dessus de sa zone de survente, de sa zone d'excès. Et dès qu'il atteindra sa zone d'excès, je pense qu'il faudra prendre l'intégralité de ses bénéfices des shorts sur Bitcoin parce que la probabilité de rebond sera extrêmement importante au vu du cours historique des 2 dernières années. Est-ce que je le vois faire un boom après? Alors un boom, je ne dirais pas un boom, mais en tout cas, un rebond, oui, me semble possible. Encore une fois, dès qu'on a eu un retour dans sa zone de survente, eh bien on a eu une hausse importante du Bitcoin. Là, par exemple, la dernière fois, ce fut une hausse de 60%. Donc voilà. Est-ce qu'on aura des nouveaux records? Je ne sais pas. Je pense qu'il faudra des catalyseurs beaucoup plus importants, comme la mise en place de Lightning Network, ou demain, la semaine prochaine, je vous rappelle, il y a le G20 en Argentine.
qui discuteront des crypto-monnaies. D'ailleurs, on a le gouvernement japonais qui a annoncé avant-hier qu'il souhaitait parler également des crypto-monnaies. Et je vous rappelle que le Bitcoin est reconnu comme une devise au Japon. C'est-à-dire qu'on peut payer en Bitcoin chez les commerçants, on peut être payé, on peut avoir son salaire payé en Bitcoin. Donc voilà. Le Japon a demandé d'en discuter au G20 également d'Argentine, donc ça devrait être au menu la semaine prochaine. Donc déjà la semaine prochaine, on devrait avoir pas mal d'informations qui pourraient être autant des opportunités que des menaces. Personnellement, mais c'est réellement mon opinion, je pense que c'est une nécessité, une obligation pour les États de réguler les crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que de toute façon, si les États ne régulent pas les crypto-monnaies ou même les ICO, ça continuera à se faire parce que personne, aucun État, aucune banque centrale, aucun régulateur peut arrêter ce mouvement, étant donné que c'est décentralisé. Personne, aucune autorité peut le faire. À part si on coupe Internet dans le monde entier, il n'y a pas moyen de stopper le Bitcoin ou les crypto-monnaies ou les ICO. Donc, voilà, je ne vois pas d'autres. Après, c'est mon opinion, hein, vraiment. Mais les États, de toute façon, les officiels n'ont aucun autre choix que de réguler. Maintenant, c'est comment ça se fera et quand est-ce que ça se fera. Voilà, ça c'est mon opinion. Les officieux, excusez-moi. Euh, Est-ce que l'article sur DFX à propos du XRP est toujours d'actualité de la part de Benjamin? Alors c'est un article rédigé donc par Yoav hier, donc c'était l'actualité. Donc oui, enfin il est toujours d'actualité. Hein. On a toujours Ripple qui est toujours Ripple qui est en procès avec le consortium d'entreprises financières, de banques, de 100 entreprises financières, consortium qui s'appelle R3. Et en fait, l'histoire c'est que, alors je suis pas expert du tout, hein, mais Ripple euh, devrait 5% des tokens, donc des tokens XRP. Je vous rappelle que XRP n'est pas Ripple. Hein. Voilà. XRP, c'est la monnaie de la blockchain de la société Ripple. Voilà. Ripple, c'est une entreprise. XRP, c'est le jeton. C'est comme si vous dites l'Ether. Vous voyez, c'est pas l'Ethereum, c'est Ether. D'accord. L'Ethereum, c'est la blockchain, c'est le système. Maintenant, ce qu'on trade, c'est pas le Ripple, c'est le XRP. Voilà. Donc, Ripple devrait 5% des XRP total, donc en clair, une bonne somme d'argent. À l'époque, ça valait à peu près 1 million de dollars, sauf qu'aujourd'hui, c'est 5% de tokens, puisqu'il y a 100 milliards de XRP, ça veut dire que eh bien, ils valent à peu près ça vaut à peu près 3,85 milliards de dollars, c'est 5%. Donc forcément, l'enjeu n'est plus du tout le même. Et donc, il y a toujours un procès qui pourrait être une bonne opportunité finalement pour Ripple, parce que, je vous rappelle, pour Ripple, pour le XRP, excusez-moi pour ce petit lapsus, mais je vous rappelle que Ripple détient 60% des XRP en circulation. D'accord? Donc concrètement, elle peut faire ce qu'elle veut. La société du token, de l'avenir, elle peut faire couler le XRP comme elle peut le faire bondir. Voilà, elle peut manipuler le cours. Donc c'est pour ça que déjà XRP est pas réellement une crypto-monnaie très déjà c'est pas réellement une crypto-monnaie étant donné qu'elle est centralisée. Bon, c'est technologiquement une crypto-monnaie mais bon, c'est un petit peu paradoxal. Voilà. Étant donné qu'une crypto-monnaie c'est censé être décentralisé. Bref. Donc imaginez que Ripple donne 5% des crypto-monnaies, 5% de la masse des XRP en circulation au consortium, eh bien Ripple perdrait en part, on va dire en part de marché entre guillemets de la blockchain. Elle aurait plus que 55% des tokens en circulation. Donc elle perdrait l'influence, même si elle resterait majoritaire, perdrait de l'influence et ça pourrait être une bonne chose. Ça pourrait être une bonne chose. Voilà. Webinaire crypto ce jour d'appart François. Oui, il y a un webinaire avec Yoav, donc dans l'après-midi. Alors François qui nous dit pour le Bitcoin, ça a l'air d'être comme vous disiez, à savoir qu'une fois que tout le monde en parle, la cotation est forte et ensuite plouf, début décembre 2017 à
19 500 et maintenant exactement François. Il suffit de regarder. Bon, écoutez, je vais vous faire voir. Alors, je vais vous faire voir le guide de trading Bitcoin qui va être en ligne la semaine prochaine, le nouveau hein, que Vincent Bois et moi-même avons rédigé, hein, qui est on a pris beaucoup de temps à l'écrire. Et je vais vous faire voir simplement un graphique. Alors, alors, euh, alors on va. Voilà, regardez, ça c'est la comparaison du cours du Bitcoin avec l'évolution des recherches du Bitcoin sur Google. Donc là, on a l'échelle des recherches du Bitcoin. Alors qu'est-ce que ça veut dire 100? En fait, c'est un pourcentage. C'est-à-dire que quand c'est 100, c'est 100%, c'est le pic des recherches Google sur cette période. D'accord? Donc sur une période d'un an. Et vous voyez que le cours du Bitcoin est globalement corrélé aux recherches. C'est-à-dire que si personne recherche le Bitcoin, eh bien le Bitcoin va baisser. Voilà. À l'inverse, plus les gens vont rechercher le mot Bitcoin et plus il va être acheté. C'est vraiment voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc c'est tout à fait ce que vous dites, François. Le cours globalement c'est globalement l'audience du Bitcoin qui fait son cours. Voilà. On pourrait mettre le cours, voilà, ce qu'on a comparé, c'est la même chose. Donc alors cette corrélation est valable pour toutes les actions. Alors non, cette corrélation n'est pas valable pour toutes les actions. Euh, c'est pas valable pour toutes les actions, étant donné que alors je ferai un exemple dans un autre point de marché. Je vous ferai voir, mais écoutez, ce qu'on peut faire, on peut le faire déjà tout de suite. Là j'ai pas les actions devant moi, mais si on regarde par exemple un indice comme le DAX, d'accord? Regardons le DAX sur une année. D'accord? Donc vous voyez un petit peu la tendance, les pics. Nous allons aller sur Google Trends, qui permet justement de voir la tendance des mots-clés. DAX 30. Donc sur 12 mois, dans le monde entier, vous voyez, c'est plutôt stable. C'est plutôt stable, à part le 4-10 février, à mon avis c'était, je me souviens plus exactement, mais 4-10 février, il devait y avoir quelque chose en Allemagne, avec le SPD, etc. Mais vous voyez que c'est stable. Pourtant, le cours fluctue. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, Bitcoin, on peut considérer ça comme un peu comme une bulle, hein, étant donné que les gens finalement achètent parce que voilà ils ont vu des articles, ils recherchent, enfin ils recherchent mon Bitcoin et ils achètent. Il n'y a pas de, il y a pas réellement de je recherche et au finalement j'achète pas. Bien sûr il y en a, mais on peut voir que finalement les recherches font le cours. Voilà, bref, vous verrez tout ça vraiment dans ce toutes nos explications dans notre guide de trading qui sera sorti, j'espère, la semaine prochaine. En tout cas, il est prêt. C'est juste d'un point de vue technique, il faut le mettre en ligne, etc. Donc voilà, il y a un petit processus. Mais de toute façon, dès qu'il sera en ligne, je vous le dirai nous vous tiendrons au courant sur les réseaux sociaux, dans les webinaires, etc., etc. Voilà. Écoutez, moi j'ai fait le tour de du marché. Je n'ai plus rien à rajouter. Je vois qu'il n'y a plus de questions, donc écoutez, j'espère que ça aura été clair. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous demain pour mon prochain point de marché. Et sinon, eh bien écoutez, cet après-midi pour les prochains points de marché de Yoav Nizar. Euh, toujours HOG pour une formation RSI. Toujours HOG pour une formation RSI Olive. Oui. Oui. Faut que je prévoie ça également. Je vais essayer de faire ça pour la semaine prochaine. Et donc voilà. Encore une fois, merci pour votre attention. Excellente journée. Et Fibo également. Voilà. Il faut faire tout ça. Exactement. Voilà. Je vais noter et je vais essayer de préparer ça, des supports vraiment plus rapidement possible. Voilà. Exactement. Le temps. Je suis intéressé aussi. Bon, mais écoutez.
je vais essayer de faire ça la semaine, pour la semaine prochaine. 14h30 sera enregistré. Alors oui, normalement tous les webinaires seront enregistrés, sauf en cas d'erreur technique ou en cas d'oubli, hein, étant donné que nous enregistrons, voilà, nous devons appuyer sur un bouton, donc ça peut arriver parfois que nous oublions. Voilà, mais normalement oui, il sera enregistré, bien évidemment. Voilà, exactement, Olive. Bon, écoutez, merci encore une fois pour votre attention. Bonne journée à vous et à demain pour mon prochain point de marché.